En économie comme en politique, on peut clairement différencier deux courants de pensée antagonistes, le libéral et le keynésien, que l'on identifierait par des nuances, le libéral avec les recettes promues par les partis de droite ou conservateurs en Europe et le Parti républicain aux États-Unis, et le keynésien avec ce que proposent les partis sociaux-démocrates en Europe et le Parti démocrate aux États-Unis. Les deux positionnements considèrent l'initiative privée et le marché comme des éléments économiques vertébraux de toute société avancée. En cela, point de divergence. Là où ils divergent, et c'est le nœud de la différence de vision et de divergence quant aux recettes à employer, c'est la vision de ce qui est le moteur de l'économie sur le marché, l'offre ou la demande. Jean-Baptiste Say, économiste français, énonça à la fin du XVIIIe siècle ce qu'on appelle la loi de Say, et qui résume en une phrase le noyau central de la pensée libérale. L'offre crée sa propre demande. Ainsi, de ces deux forces qui s'exercent sur tout marché, c'est l'offre qui constitue le moteur qui tire l'économie. Pour cette raison, si l'on veut faire croître l'économie, il faut, selon l'approche libérale, établir les conditions propices, c'est-à-dire choyer ceux qui offrent, à savoir les entrepreneurs. Dans cette approche, l'État est un obstacle car il institue des rigidités sur les marchés en les régulant, élève les coûts de production en raison de la pression fiscale et expulse l'initiative privée des activités productives. L'intervention de l'État dans l'économie doit être limitée et réduite à sa plus simple expression, car son intervention fausse le marché et le système des prix, et en le faisant, elle limite les possibilités de croissance économique. Selon la logique de cette approche, des mots comme privatisation, flexibilité, libéralisation, réduction de la pression fiscale sont sur toutes les lèvres et caractérisent chacune de leurs recettes pour résoudre les problèmes économiques. L'idéal libéral est un État minimaliste, car dans un tel contexte, il favoriserait l'initiative privée pour augmenter la production et donc atteindre de meilleures conditions de bien-être. Cette approche a prédominé dans le domaine académique jusqu'à la Grande Dépression, la crise de 29. Et parmi ces références emblématiques se distingue, entre autres, la figure de l'économiste autrichien Friedrich Hayek, qui maintint une longue pugnade dialectique avec John Maynard Keynes, référence de la courant économique opposée. Comme au sein de tout mouvement de grand spectre, au sein du mouvement libéral se trouvent des libéraux modérés qui conseillent les partis centristes droitistes européens jusqu'aux plus radicaux, les anarcho-capitalistes comme Murray Rothbard ou David Friedman, qui prônent un État si minuscule et résiduel que même, par exemple, la sécurité des citoyens devrait être gérée par l'initiative privée. C'est la ligne de pensée que Milei entend imposer après son triomphe aux élections présidentielles argentines. Les keynésiens, ainsi nommés en l'honneur du promoteur de leur idéologie, John Maynard Keynes, l'un des économistes les plus importants de l'histoire, qui remit en question le paradigme libéral jusque-là unique, et dont les recettes, mises en pratique pour la première fois aux États-Unis par le président Franklin Delano Roosevelt avec le programme du New Deal pour surmonter la Grande Dépression, ces recettes, plus tard, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont été largement appliquées avec succès jusque dans les années 80 du siècle dernier. Keynes a donc été un personnage décisif dans l'histoire du XXe siècle. C'était un grand visionnaire dont la biographie met en valeur sa figure exceptionnelle. Il ne respectait pas le dicton populaire selon lequel dans la maison du forgeron, il utilisait un couteau en bois, car ses connaissances économiques lui ont permis de remporter des succès notables en tant qu'investisseur. Sa perspicacité et son courage se sont également manifestés lorsque, au sein de la délégation britannique qui négocia le traité de Versailles qui mit fin à la Première Guerre mondiale, il a démissionné, considérant que le paiement des réparations de guerre que les vainqueurs imposaient à l'Allemagne vaincue. Elles étaient si scandaleuses qu'elles créaient un terreau fertile pour une nouvelle grande guerre des années plus tard. Malheureusement, l'histoire lui a donné raison. Au-delà des faits biographiques tels que ceux passés en revue qui mettent en évidence la stature politique du personnage, Keynes sera rappelé comme l'un des grands économistes de l'histoire.
Ces idées ont été les jalons d'un nouveau courant de pensée économique qui a eu un impact sur la vie réelle de millions de personnes de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la décennie 70 du siècle dernier. Le keynésianisme soutient, à l'opposé de la doctrine libérale, que des deux forces opérant dans tout marché, la demande et la force motrice. Pourquoi? Selon les keynésiens, les producteurs ou les fournisseurs se soumettent à ce que souhaitent les demandeurs. Aucun entrepreneur ne va produire un produit s'il n'y a pas de demande, car cela entraînerait une augmentation du stock en entrepôt, et le stockage implique un coût élevé pour l'entreprise, non seulement parce qu'il doit lui aménager un espace, mais aussi parce qu'une grande partie du coût de cette production a été financée. Selon les keynésiens, c'est la demande qui dicte le rythme de la production. Par conséquent, pour augmenter la croissance économique, il faut stimuler la demande. Dans l'approche keynésienne, l'État, grand demandeur de la société, peut, par ses dépenses publiques, stimuler la demande et ainsi la production lorsque les économies traversent des difficultés et que la demande des autres agents, à savoir les consommateurs, les entrepreneurs et le secteur extérieur, n'est pas assez puissante. Sous la perspective keynésienne, l'État n'est pas un ennemi dans le domaine économique, mais un allié. Ainsi, ils prônent un État puissant qui tire la demande lorsqu'elle faiblit. L'arrière-plan idéologique qui sous-tend chacun des courants de pensée économique est indéniable. Ceux qui sanctifient la propriété privée et idolâtrent l'individualisme dont les idées rejoignent la pensée jovienne résumée par « l'homme est un loup pour l'homme », ainsi, le triomphe individuel se justifie par la persévérance et l'effort, tandis que la répartition inégale des revenus est justifiée par l'effort inégal des membres de la société. Ceux qui pensent ainsi se sentent représentés par les approches libérales. Au contraire, ceux qui croient qu'au-delà de l'individualisme, le contexte social joue un rôle décisif dans le destin des individus. Selon Rousseau, l'homme naît bon, mais la société le corrompte, voit dans les idées keynésiennes un modèle d'économie de marché où l'État peut avoir un rôle déterminant quand il s'agit de redistribuer plus équitablement les revenus au sein de la société.